Merci de votre attention. L'actualité ce soir, l'avenir des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, défini à Lomé sur les accords de partenariat avec l'Union européenne. C'est la toile de fond de la 107e session du groupe ACP, ouverte ce matin à Lomé. Les pays ACP doivent adopter une position commune pour les prochaines négociations. Assemblée nationale, hommage des députés ce mardi à leur collègue El Hadj Ibrahim Bourahima Diabaté. Il avait 63 ans, il est décédé samedi dernier. Cérémonie en présence des présidents des institutions de la République et des membres du gouvernement. Il faut se conformer à la réglementation en vigueur. Message de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication aux médias privés. Certains ont reçu déjà ce matin la visite de l'instance des régulations. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. Sachez d'abord à propos du MUTA, marché unique du transport aérien en Afrique, que c'est le ministre malien des Transports et du Désenclavement qui a été élu hier, président du groupe de travail ministériel. C'est un rappel. Il a été reçu ce matin par le président de la République, Moulaye Ahmed Boubacar, c'est son nom. Il a été donc reçu par le chef de l'État, à qui il est allé exprimer toute la reconnaissance du Mali pour son leadership. Moulaye Ahmed Boubacar sur des propos recueillis par Gérald Agoutou. Après les assises que nous avons tenues hier, dans la plus grande sérénité et dans une organisation qu'il faut saluer, nous étions vraiment entre nous Africains et c'était vraiment une réunion à l'africaine. Je peux dire que ce matin nous sommes venus rencontrer le président de la République togolaise qui aussi est le champion du MUTA, marché unique de transport aérien en Afrique, pour prendre ses conseils, demander son encadrement et son accompagnement. Nous avons trouvé un président très engagé. Nous avons trouvé un champion très engagé pour la cause des peuples africains, très engagé pour l'Union africaine, et qui a une bonne vision par rapport à ce que nous pensons et nous voulons de ce que c'est l'intégration africaine. Donc, par rapport au marché unique des transports aériens en Afrique, nous avons vu un homme d'action qui nous a désormais conseillé de passer désormais à l'action, de revoir comment faire revivre les instruments qui vont être utilisés pour la mise en œuvre de ce beau et grand projet dans l'intérêt de toute l'Afrique. Le leadership de son Excellence, le président de la République togolaise, va sûrement permettre de booster ce projet et de faire en sorte que nous puissions aboutir avec moins de difficultés dans la mission à nous confier. Et je profite également pour saluer et remercier tous mes pères qui ont bien voulu faire honneur à la République du Mali, que je représente ici, pour nous avoir fait confiance, et nous allons solennellement leur dire que le Mali s'engage à travailler sérieusement dans le sens de l'intégration africaine et à faire en sorte que ce projet soit une réalité, et une réalité au grand profit de tous les peuples africains et de l'Afrique toute entière. Et Moulaye Ahmed Boubacar, ministre malien des Transports et du Désenclavement, reçu en audience ce matin par le chef de l'État. Le président de la République y a également reçu le président de la Commission de l'Union africaine, en audience également, Moussa Faki Mahamat, c'est son nom. Il est allé lui aussi adresser ses félicitations au chef de l'État. Félicitations pour l'organisation, la réussite de la 4e réunion sur le marché unique du transport aérien en Afrique, à Lomé. Lui aussi s'est exprimé à l'issue de l'audience. Nous l'écoutons. Le sommet, à sa session de janvier 2018, a désigné le président Faure Gnassingbé comme champion. C'est un projet, comme je le disais hier, un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Connecter l'Afrique, permettre de baisser les prix des transports aériens, desservir l'ensemble des pays, fait partie de nos priorités. Donc c'est un projet important pour lequel près de la moitié des États africains se sont déjà engagés et d'autres sont en train de se préparer pour le faire. Je voudrais remercier le président de la République togolaise d'avoir accepté cette mission, d'être le champion. Déjà, il a commencé à en faire un travail important et nous constatons que le nombre des États partis
à cet instrument se grandit à vue d'œil. Donc c'est un projet important. Donc nous avons échangé avec le président qui est champion du dossier sur les étapes suivantes. Ensuite, naturellement, le président de la République togolaise et également le président en exercice de la CEDEAO. Ça m'a donné également l'occasion de faire un tour d'horizon de l'ensemble des questions qui sont dans l'agenda africain. Et je sors satisfait de cette audience très riche et très instructive. Et sachez aussi que le Togo peut toujours compter sur la Banque mondiale. L'appui budgétaire de l'institution a été réaffirmé au chef de l'État ce mardi par une délégation de la banque reçue en audience. Elle a par ailleurs, cette délégation, exprimé sa satisfaction au président Faure Gnassingbé pour la confiance en lui placée par ses pairs dans le processus du marché unique du transport aérien en Afrique. Je vous propose d'écouter les membres de la délégation. Ils sont au micro de Gérald Aboudjou. Le Togo est un leader dans l'aviation en Afrique. L'aviation en Afrique se développe, mais ne se développe pas trop bien. Il y a beaucoup d'éléments qui ne fonctionnent pas, on n'a pas encore libéralisé. Il y a des compagnies étatiques qui bloquent le secteur. Mais le Togo, c'est vraiment le leader. Le leader pas seulement comme exemple, mais aussi cette conférence de la libéralisation. Et je crois qu'il faudrait là continuer avec les pays dans la région et peut-être même tout le continent à développer l'aviation comme un bon exemple, mais aussi peut-être dans la formation. En Afrique, il n'y a pas assez de pilotes, pas assez de mécaniciens, pas assez de spécialistes du transport aérien. Et là, on commence à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire, des centres de formation, des capacités, parce que l'Afrique a besoin d'un réseau aérien efficace, sûr, et surtout que la population peut acheter des billets à des prix raisonnables et pas des prix gonflés à cause de inefficacité ou d'autres problèmes. Et là, je crois que le Togo est vraiment le leader que l'Afrique a besoin. Et on va travailler, nous les techniciens, avec les autorités ici et avec l'industrie de l'aviation civile africaine. C'était pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président, pour le bon déroulement de conférences sur le marché unique de transport aérien en Afrique. Et surtout, pour le saluer pour son leadership dans cette initiative. Togo est aujourd'hui un leader dans le secteur aviation, pas seulement dans la sous-région, mais en Afrique. C'est un des pays qui a fait des progrès plus importants en termes de développement de son secteur aérien, en termes de, disons, en termes de réforme régulatoire, sécurité aérienne, mais aussi l'implication du secteur privé dans la ligne aérienne nationale, parce que beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui subventionnent des lignes aériennes qui ne sont pas toujours efficaces, mais au Togo, le secteur privé a pris le lead et c'est une formule qui marche très bien. Et ça, on doit féliciter le président et tout le monde qui sont impliqués. On a aussi touché un peu généralement l'évolution de notre engagement avec le Togo. On constate que le portefeuille se comporte bien, le décaissement avance bien. Et on a félicité aussi le président pour ça et pour la très bonne collaboration qu'on a avec tout le gouvernement, notamment le ministre de Planification et le ministre des Finances, qui sont nos principaux collaborateurs. On a discuté un peu l'appui budgétaire qu'on va encore faire cette année pour le Togo. On va accorder 40 millions de dollars pour l'appui budgétaire pour cette année calendrier, qui est notre année fiscale. Et justement, on va continuer à appuyer le pays, parce que c'est un pays quand même qui fait des réformes importantes. Il faut vraiment noter que le Togo a fait des réformes très satisfaisantes dans les secteurs comme énergie, télécommunications dans ces 2 dernières années.
Le Togo qui peut donc toujours compter sur l'appui budgétaire de la Banque mondiale. Cette délégation, vous venez de l'entendre, qui est allée donc féliciter le président Faure Gnassingbé pour la confiance en lui placée par ses pairs dans le processus du marché unique du transport aérien en Afrique. Hier, c'était donc la fin des travaux de cette 4e réunion du groupe de travail ministériel sur le marché unique du transport aérien en Afrique. Une fin marquée par la déclaration des délégués, une note de satisfaction là aussi adressée au président Faure Gnassingbé pour son engagement. Les termes dans ce reportage de Edem Sossou. Unique du transport aérien en Afrique MUTA, lancé en janvier dernier en Éthiopie, traduit la volonté des chefs d'État africains d'évoluer vers un ciel unifié. Et pour y arriver, il est opportun de créer un environnement propice pour la libéralisation de l'espace aérien du continent et la collaboration entre les compagnies aériennes. Le groupe de travail ministériel du MUTA y veille et à la clôture de la 4e rencontre à Lomé, cet engagement a été une fois encore réitéré. Le champion du MUTA, Faure Gnassingbé, a été félicité pour ses efforts en vue de l'opérationnalisation du projet commun. Le groupe de travail ministériel exprime ses sincères sentiments de gratitude à son Excellence Faure Gnassingbé, le président du Togo, le champion du marché unique en Afrique, et son Excellence Moussa Fakir, président de la Commission de l'Union africaine, pour l'organisation de cette 4e réunion du groupe de travail composé des États partis à l'engagement solennel pour la création des marchés uniques du transport aérien en Afrique, MUTA, et leur implication personnelle dans les délibérations. Expriment également leur appréciation aux chefs d'État et de gouvernement pour le lancement du marché unique du transport aérien en Afrique, MUTA, au cours du 30e sommet ordinaire de la conférence du 28 au 29 janvier 2018. S'engage à mettre en œuvre intégralement la décision de création du marché unique de transport aérien en Afrique. Nous nous engageons particulièrement pour l'harmonisation de tous les accords bilatéraux des services aériens pour assurer la levée de toutes les restrictions qui ne permettent pas de se conformer à la décision de Yamoussoukro. Convenons de ce qui suit. Tous les États membres sont instamment priés de souscrire à l'engagement solennel en faveur de la mise en œuvre intégrale de la décision de Yamoussoukro et de la création du marché unique de transport aérien en Afrique. L'adhésion du MUTA reste ouverte à tous les autres pays africains qui n'ont pas encore souscrit à l'engagement solennel. Ils sont encouragés à le faire. Et nous engageons à soutenir pleinement le champion désigné du marché unique du transport aérien en Afrique dans l'accomplissement de son rôle. L'application des tests référents au marché unique du transport aérien en Afrique va sans nul doute contribuer à l'amélioration du trafic aérien, aux échanges transfrontaliers, au développement du commerce et du tourisme en Afrique. Le transport aérien participe au PIB des pays africains à hauteur de 112,5 milliards de dollars et emploie plus de 6 millions de personnes. L'opérationnalisation du MUTA favorisera l'éclosion de ces chiffres tout en étant le vecteur du développement économique des pays membres du MUTA. Et une réunion en chasse une autre. Nous vous l'annoncions en titre tout à l'heure. Lomé est donc depuis ce matin la capitale de la 107e session du Conseil des ministres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Un rendez-vous important pour les pays ACP de réaffirmer un point de vue commun face aux accords de partenariat avec l'Union européenne. La session devra donc aboutir à l'adoption du mandat de négociation de l'accord post-Cotonou. Il arrive à échéance en 2020. Dans 2 ans donc, Prudence Zissou pour les précisions. Lomé marquera-t-il un nouveau départ des relations ACP-UE? En tout cas, la 107e session du Conseil des ministres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique s'annonce rassurante. Un rendez-vous historique qui se tient à un moment délicat dans la vie de cette organisation panafricaine. Plus de 600 délégués des pays membres sont ici représentés pour examiner et adopter un mandat de négociation des ACP avec l'Union européenne. Ces négociations devront commencer en août prochain, 43 ans après l'accord originel de Georgetown. Plus de 4 décennies après cet accord de partenariat, les États ACP sont confrontés à de nombreux défis, notamment la migration, le terrorisme, la sécheresse, la pauvreté. Même si ces contraintes ont freiné l'élan de développement dans la plupart des pays,
L'organisation a tout de même fait des progrès en termes de croissance économique et de gouvernance. La présidente du Conseil des ministres des pays ACP a rappelé ces avancées et reste optimiste quant à l'avenir du groupe. To the achievement of the growth and development goals we have set ourselves, as well as those to which we have subscribed. Nous avons demandé au comité des ambassadeurs d'entreprendre une revue de notre acte constitutif, l'accord de Georgetown, pour l'adapter aux nécessités du XXIe siècle, afin qu'il puisse mieux servir les aspirations et priorités de nos États membres. Cette réforme nous permet de renforcer la coopération entre nous, États membres des ACP, et diversifier également nos partenariats au-delà du partenariat avec l'Union européenne et ouvrir de nouvelles possibilités, améliorer notre autonomie financière et rendre nos institutions plus rationnelles et efficaces. Nous entendrons également des rapports émanant des consultations ministérielles sur les produits de base, ainsi que du comité ministériel pour le financement du développement, entre autres. La nouvelle approche du groupe ACP est désormais axée sur la mobilisation accrue des moyens à mettre à la disposition des pays membres. Elle devra passer par le renforcement de la coopération sud-sud et à l'unité d'action. Une volonté des États pour éliminer la pauvreté, créer de l'emploi aux jeunes et aux femmes et faire face efficacement à d'autres défis qui s'imposent. La logique d'unité doit guider nos pas. Nous devons aborder les futures négociations avec l'Union européenne en tant que groupe uni, en tant que pôle de responsabilité collective soudé. S'il est vrai que l'unité du groupe ACP en tant que pôle multilatéral de responsabilité collective ne peut signifier rien d'autre qu'une unité plurielle, ou mieux une unité dans la diversité, pour reprendre la pensée de Jürgen Habermas, en raison des spécificités propres à chaque ensemble continental, les spécificités et divergences ne doivent pas cependant avoir raison de notre sens de l'unité. En restant unis, nous pouvons travailler ensemble et renforcer la souveraineté positive de nos États, autrement dit, leur capacité d'action externe et interne. L'unité d'action au rang des ACP aidera sans doute nos États à faire décroître les inégalités et à faire reculer les frontières de la pauvreté, à faire sortir nos États et populations de la situation d'inconfort actuel. Les États ACP se préparent donc à parler d'une seule voix lors des prochaines négociations de l'accord post-Cotonou avec l'Union européenne. Ils sont unanimes sur des décisions pertinentes à prendre lors de cette session pour l'avenir. Le groupe s'inscrit déjà dans la dynamique de la vision qui prépare l'action. Et déjà, les négociations formelles pour un nouvel accord sont en cours. Que veulent concrètement aujourd'hui les pays ACP de la transformation économique et sociale au niveau régional, continental et mondial? Question ce soir, quels sont les défis à relever pour s'assurer ce développement? Eh bien, voilà cela avec Augustin Kossi dans ce dossier de la rédaction. L'avenir se prépare et celui des États d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique ACP doit se construire. Les 79 pays veulent s'exprimer d'une seule voix lors de l'adoption du mandat pour les discussions avec l'Union européenne en vue d'un accord post-Cotonou à l'horizon 2020. Une démarche qui intervient au moment où les États réunis se trouvent confrontés aux défis de développement durable. Et il s'avère nécessaire de jeter d'abord un regard rétrospectif sur les décennies du partenariat ACP-UE avant d'envisager une vision commune en ce qui concerne l'avenir des États et surtout de la jeunesse. Les 20 dernières années ont été très riches en événements, que ce soit du côté de l'Union européenne, que ce soit du côté des ACP. Nous avons connu les changements climatiques, nous avons connu les problèmes de migration, nous avons connu aussi des problèmes liés aux sécurités, gouvernance, qui ont fait que, il y a 20 ans, on avait un accord qui ne peut pas avoir la même teneur que pour les 20 prochaines années. C'est pour les générations futures, nous devons sceller le sort des 20 premières années de nos relations avec l'Europe en tenant compte de tout ce qui se passe. La jeunesse, de manière générale, dans ces États ACP
c'est quelque chose de prioritaire dans nos politiques. Et il faut bien que, quelque part, dans ce cadre-là, nous puissions apporter des éléments de réponse qui puissent justement nous permettre maintenant, au niveau de chaque État, de chaque région, apporter les réponses appropriées et les réponses locales avec, bien entendu, l'appui de l'Union européenne. Nous avons mis en place des cadres de coopération. On a commencé à Lomé, fort heureusement. Nous avons pensé que l'esprit de Lomé était un bon esprit. Nous avons essayé de faire en sorte que les aspirations légitimes qui étaient une éradication de la pauvreté de manière progressive puissent être atteintes. Nous avons beaucoup réalisé, mais ce que nous voulons maintenant envisager à partir de Lomé, c'est comment est-ce qu'ensemble, au moment où au niveau mondial, il y a un nouveau cadre qui a été défini, qui est l'agenda 2030 des Nations Unies, qui demande une coopération de tous. Et ce n'est plus un par rapport à l'autre ou l'un qui va aider l'autre, mais c'est ensemble que nous devons coopérer pour améliorer le développement et le quotidien de nos populations. Les défis sont à la fois régionaux, continentaux et mondiaux. Ici, on parle d'une intégration économique et la création des zones économiques spéciales, celles qui intègrent la transformation économique et sociale des États ACP devant favoriser une coopération sud-sud fructueuse et un partenariat basé sur les principes bien définis avec les autres régions. Les transformations, pour relever les défis, doivent passer par non seulement le renforcement, les facilitations du commerce, mais aussi trouver les moyens de transformation de nos produits pour des valeurs ajoutées qui nous donnent encore plus de croissance, qui assurent plus d'emplois aux jeunes, aux femmes. Là, c'est un enjeu vital. Et aussi l'autre enjeu, c'est de voir comment l'ensemble des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, nous constituons un tout. Nous pouvons, sur la base de nos potentialités, les vivifier pour qu'en termes de commerce, en termes d'échange, en termes d'éducation, bref, dans tous les domaines, comment nous pouvons unir nos forces pour nous développer davantage. Avec cette nouvelle organisation, cette répartition des tâches beaucoup plus améliorée, nous pouvons ensemble maintenant aider à une meilleure éradication de la pauvreté dans nos pays, puisque réellement ce que nous voulons à la fin, pour le dire en un mot, c'est créer de l'emploi pour nos jeunes, créer de l'emploi pour permettre aux femmes de pouvoir s'émanciper un peu plus et faire en sorte que nos richesses qui sont les nôtres puissent bénéficier à nos populations. Cette ambition ne sera être réalisée sans les infrastructures socio-économiques, l'énergie, l'équité genre. Toutes les parties prenantes ici en sont conscientes et on recommande un capital humain à la hauteur des défis. Et les métiers de développement durable, ont-elles reconnu, doivent être le credo de demain pour que les États ACP cessent d'être le musée de la pauvreté. Je rappelle que le Conseil des ministres du groupe ACP était en plénière ce mardi, une séance consacrée essentiellement à la présentation du rapport du comité des ambassadeurs et à l'adoption du projet de mandat de négociation pour l'accord post-Cotonou avec l'Union européenne. Dans la foulée, l'engagement de la Guinée équatoriale d'abriter un centre d'information dédié à la coopération sud-sud et triangulaire a été apprécié par le Conseil des ministres ACP. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Statut ancien ministre de l'enseignement technique, député à l'Assemblée nationale, âge 73 ans. Erhaj Brim Bouraïma Diabaté a tiré sa révérence samedi dernier. Et ce mardi, les membres du gouvernement, les présidents des institutions, collègues députés, tous lui ont rendu un dernier hommage au siège du Parlement. La cérémonie, le récit de Pierre Tsoupa. Toute l'Assemblée debout pour honorer l'un des leurs arraché à leur affection. Derrière ce portrait, une voix qui ne résonnera plus. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question là. Voilà, on condamne quelqu'un innocemment. Il n'a pas commis de crime. On s'est trompé. Erhaj Brim Amadou Bouraïma Diabaté a fini sa course terrestre ce 26 mai à l'âge de 73 ans. Député de l'Union des forces de changement de l'OTI, il fit son entrée à l'hémicycle il y a 3 ans. En séance spéciale, les élus du peuple lui rendaient ici un dernier hommage. La cérémonie se déroule en présence de sa famille biologique et politique. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, visiblement affecté, salue la mémoire de l'illustre disparu. Une fois de plus, avant la fin légale, dans quelques semaines seulement,
de la présente législature. Hélas, ce samedi 26 mai 2018, à la stupéfaction de tous, l'honorable député Bouraima Diabakté Amadou Brim, député de la circonscription électorale de Mango, a lui aussi tiré sa révérence. C'est l'incompréhensible réalité qui s'apparente à un conte de fées que notre institution est en train de vivre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous pleurons un collègue. Nous honorons un élu de la nation, un des doyens de notre institution, dont nous regrettons la disparition. Il est évident, dans cette pénible circonstance, nous avons une forte pensée à Madame, son épouse, à ses enfants et à l'ensemble de ses parents plongés dans le chagrin de la perte d'un être cher. Au nom de mes collègues députés, au nom du personnel de l'administration parlementaire et en mon nom personnel, j'adresse à toutes et à tous nos sentiments de profonde sympathie, le témoignage de notre sincère compassion et l'assurance de notre soutien sans équivoque. Puisse Allah, le miséricordieux, les consoler et combler le vide créé autour d'eux par la séparation déroutante avec leur principal soutien. Mesdames et messieurs, un auteur japonais compare la mort à un bateau qui s'en va sans laisser de traces. Oui. Notre collègue, le doyen, comme certains parmi nous aimaient à l'appeler, est parti lui aussi dans un bateau sans laisser de traces pour un voyage sans retour et sans espoir de nous revoir. Que l'hélice disparue trouve la paix et le repos éternel dans le royaume céleste. Compassion et sympathie exprimées à l'endroit de la famille éplorée. Les députés se sont inclinés devant la dépouille mortelle. Ils ont prié pour le repos de son âme. Le parti politique auquel il appartient se souvient encore d'un homme engagé. En sa qualité de membre fondateur et de premier vice-président de l'Union des forces de changement, El Hadji Bouraima Diabakté Amadou Brim est resté fidèle aussi bien à la ligne et à l'idéologie de son parti qu'à son président. Le combat de l'honorable El Hadji Bouraima Diabakté Brim était au-delà de l'espace national et régional. Il aimait dire, je cite, à toutes les femmes et à tous les hommes épris de paix et de justice dans le monde entier, votre combat est le mien et votre victoire est notre victoire. Durant les 3 années de son mandat à l'Assemblée nationale, il a été membre de la commission agro-pastorale et de l'aménagement du territoire. Au sein de celle-ci, il a apporté tout son savoir, son savoir-faire, toute son expérience et fait preuve de disponibilité pour la réalisation des missions de la dite commission. El Hadji Bouraima Diabakté Amadou Brim, son parcours sur cette terre nous démontre à suffisance que la vie est un théâtre où chaque acteur, après avoir fini son rôle, passe derrière le rideau. L'honorable Brim Amadou Bouraima Diabakté est donc passé derrière le rideau. Maintenant que s'achève son rôle, il s'en va loin de cette institution conduite dans sa dernière demeure par amis,
proches et parents. Et dans la foulée, sachez que le président de l'Assemblée nationale informe également les députés que la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu demain mercredi 30 mai 2018 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, les directeurs et les chefs de projet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se forment depuis ce matin, séance sur les stratégies de communication relatives au mécanisme incitatif de finances agricoles fondé sur le partage des risques, TIRSAL, une formation assurée par une délégation nigérienne qui séjourne dans notre capitale. Les échanges permettront aux participants donc d'appréhender le fonctionnement du TIRSAL et comment communiquer justement avec tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Luc Assis. L'agriculture contribue à hauteur de 38% au PIB national et pourtant elle est faiblement financée par les banques et institutions de microfinance. Une situation due au fait que les institutions financières n'ont pas les informations fiables pour analyser les risques du secteur agricole. Le mécanisme incitatif de finances agricoles fondé sur le partage des risques TIRSAL s'impose donc comme une solution pour soulager le monde agricole du déficit de financement. Une réorganisation de tous les maillons de la chaîne de valeur agricole se révèle indispensable pour la mise en œuvre du fonds TIRSAL. Et pour sa réussite, une délégation nigériane séjourne à Lomé pour former les experts togolais sur les stratégies de communication du TIRSAL ainsi que le mécanisme incitatif de finances agricoles fondé sur le partage de risques. La priorité, c'est de savoir ce que ces agriculteurs qui sont à la base veulent. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous devons d'abord avoir une idée claire des défis que ces derniers ont. Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce que nous devons leur dire? Comment est-ce que nous devons avoir le message qui puisse être porté à leur endroit? Nous ne devons pas aller vers les agriculteurs à la base, vers quelqu'un qui a un problème d'irrigation et lui apporter un message qui porte sur le financement. Il faudrait que nous sachions les besoins réels que ces derniers ont et comment nous pouvons au mieux les aider. C'est ce qui nous aidera au cours de cet atelier à avoir une idée claire des besoins de ces agriculteurs à la base et comment maintenant nous autres en tant que communicateurs et experts nous pouvons aller vers eux sur le terrain pour pouvoir leur porter ce message. Il s'agira de partir des besoins de la demande ou du potentiel du marché et d'organiser la chaîne de valeur nécessaire à la satisfaction de ces besoins. Ceci en se basant sur le fonds innovant qu'est le TIRSAL pour une agriculture professionnalisée orientée vers le business. Ils vont bénéficier de l'expertise nigériane avec pour effet d'aller sur le terrain pour former aussi non seulement les agriculteurs, les ONG, les banquiers, les courtiers, les collectivités locales qui gèrent le foncier. Donc il sera question de mieux structurer tous les acteurs au niveau des différents maillons de la chaîne, développer en eux la culture financière qui rassure les banques en matière de crédit agricole. Le fonds TIRSAL, lancé le 25 avril dernier par le chef de l'État, est le fruit d'une démarche stratégique pour relever les défis auxquels fait face le secteur agricole et accroître le volume de crédits accordés par les banques au secteur agricole. Taxi FM, Pyramide FM et la chaîne de télévision New World TV, 3 médias privés visités ce mardi par la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, entament là une tournée de rappel à l'ordre face à la réglementation en vigueur concernant les médias privés. Les étapes de cette première sortie avec Ferdinand Chassoua. Les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en visite dans les stations radio et télévision privées. Il s'agit, à travers cette tournée de prise de contact, d'attirer l'attention des responsables de ces médias sur le respect des cahiers de charges. Plusieurs sujets ont été abordés au cours des échanges. Il nous a été rappelé l'équilibre de l'information, il est très important. Il nous a été également rappelé un phénomène qui accourt aujourd'hui dans les médias, et la diffusion ou la réception des tradithérapeutes ou encore les émissions de prêche des pasteurs. Quelque chose d'assez important également a été rappelé ici, c'est la détention de la carte de presse. Et l'autre chose, c'est
la déclaration des travailleurs à la caisse de sécurité sociale. Des visites pareilles nous permettront de respecter nos cahiers de charges. Il y a deux choses qui nous manquent. C'est la déclaration à la caisse et puis la carte de presse. On va essayer de faire ces deux choses-là et que nous soyons dans les normes. Nous avions eu essentiellement des conseils du président, des conseils relatifs au respect de la réglementation en matière de la communication. Il va falloir que nécessairement tous les journalistes, y compris les techniciens, cette carte de presse qui font d'eux des professionnels. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est chargée de garantir et d'assurer la liberté de la presse et la pluralité de l'information au Togo. C'est pourquoi, au cours de la tournée, les membres de cette institution ont appelé les organes de presse à se conformer aux dispositions en vigueur dans le pays. Nous sommes l'instance de régulation de tous les médias du Togo. Et dans cet esprit, nos cahiers de charges nous demandent à nous aussi de descendre de temps en temps sur le terrain pour voir le travail qui s'effectue dans ces différents organes. Et c'est dans cet esprit que les membres de la HAC ont effectué cette visite ce matin. Nous avons eu en mars dernier un entretien avec tous les responsables des agences de publicité et de production pour leur dire la nécessité de passer par la HAC, avoir le visa de la HAC avant d'aller vers les médias. Mais nous entreprenons cette tournée pour dire aussi aux responsables des médias de nous aider à faire appliquer scrupuleusement cette disposition. Démarrée à Lomé par les organes privés, notamment Taxi FM, Pyramide FM et la chaîne de télévision New World TV, cette tournée de la HAC compte s'étendre aux autres médias, tant privés que publics, exerçant sur l'étendue du territoire national. Rapidement, un mot sur l'actualité à l'étranger. La présidentielle au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à un second mandat. Le président malien a annoncé hier lundi officiellement sa candidature. L'élection est prévue pour le 29 juillet. IBK affrontera au moins une quinzaine d'adversaires. Il a placé la sécurisation du pays en tête de ses priorités. Et sachez aussi que la CEDEAO a célébré hier son 43e anniversaire. Cocktail dans les jardins de l'hôtel Sarakawa. Au menu, le bilan des 43 ans, les défis qui s'imposent aujourd'hui à l'organisation. Et sera Théo. 28 mai 1975, 28 mai 2018, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a 43 ans d'existence. La célébration de cet anniversaire a été marquée par un cocktail au cours duquel le président de la commission de la CEDEAO a passé en revue les acquis de cette organisation, mais surtout les défis à relever pour concrétiser la vision des pères fondateurs. Quand on fait le point de ce qui s'est passé au niveau de la CEDEAO, il faut dire qu'il y a eu un grand progrès. Beaucoup de choses ont été accomplies. Notre région continue de se développer, de croître. La croissance économique, malgré les chocs que certaines économies ont eu, les chocs en termes de baisse des prix des matières premières, notre économie continue à évoluer positivement. Il faut se projeter dans l'avenir. Il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de défis, des défis que nous devons relever. Et parmi ces défis, je mentionnerai la lutte contre le terrorisme, qui est effectivement une réalité quotidienne qui affecte beaucoup de pays. Je mentionnerai également les questions qui sont liées au réchauffement climatique. Nous devons faire en sorte que notre région s'industrialise. Nous devons faire en sorte que les femmes jouent un rôle de plus en plus important. Classée meilleure organisation sous-régionale en Afrique, les dirigeants actuels n'entendent pas baisser la garde. Ils se sont lancés dans l'assainissement de la gestion à travers les réformes institutionnelles pour mieux impacter la vie des populations. Vous avez entendu ce terme, cette expression, CEDEAO des peuples, c'est-à-dire un ensemble global qui est un ensemble de progrès, un ensemble où la liberté existe, un ensemble où la démocratie est renforcée, un ensemble où il y a des emplois pour les jeunes, pour les femmes, et un ensemble où il fait bon vivre. C'est ça l'objectif. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a à cette occasion exhorté les représentants des 15 États de la CEDEAO
présents à cette soirée à s'impliquer davantage pour que la libre circulation, un autre défi, soit une réalité. Plusieurs groupes folkloriques ont montré à travers leurs prestations la diversité culturelle que regorge l'espace communautaire et qui reste d'ailleurs à promouvoir. Ce communiqué avant de refermer cette édition du soir, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, président du Comité national de la transhumance, porte à la connaissance des présidents des comités préfectoraux de la transhumance, des brigades de contrôle, des responsables de la Fédération nationale de la filière bétail-viande, des éleveurs nomades, des agriculteurs et de tous les autres partenaires que la campagne nationale de transhumance 2018 prend fin le 31 mai 2018 sur toute l'étendue du territoire national, conformément à l'arrêté interministériel du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Par conséquent, il est demandé au président des comités préfectoraux de la transhumance, aux brigades de contrôle et aux services techniques concernés de prendre toutes les dispositions idoines pour assurer le retour paisible des troupeaux transhumants dans leur pays d'origine. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche compte sur le civisme de tous les acteurs impliqués dans la gestion de la transhumance pour le respect scrupuleux de la présente disposition. Et voilà, ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir donc à Lagos au Nigeria et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.